Yves Frenette est professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface. Ses recherches portent sur les francophonies nord-américaines, plus précisément sur les diasporas francophones, les migrations francophones dans la longue durée et les Canadiens et les Métis du Dakota du Nord. Il est membre élu de la Société royale du Canada, membre de l'Ordre des francophones d'Amérique, membre élu de la Société Charlevoix. Il dirige un projet de recherche majeur intitulé « 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord » qui explore la genèse et l'évolution des populations francophones sur le continent nord-américain. Donc, c'est un honneur pour nous d'accueillir professeur Yves Frenette, à qui je laisse sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Éric, et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à prononcer cette conférence inaugurale. Vous me faites là un grand honneur. J'espère ne pas vous décevoir. Mon propos se situe un petit peu à la marge du thème central du colloque. Je ne vous parlerai pas de vitalité, je ne vous parlerai pas de patrimoine, mais je vais être de façon plus traditionnelle, ma conférence va porter sur la relation entre histoire et mémoire. Je suis un traditionnaliste, je n'ai pas de PowerPoint parce que pour moi, une conférence inaugurale doit se faire, c'est bon, je n'impose pas ce choix aux autres, c'est mon choix à moi. Donc, je vais essayer de reproduire si on était dans une salle et si j'avais un lutrin et si je faisais une conférence. Je vais essayer de ne pas, je vais essayer de ne pas me perdre dans les détails parce que c'est très difficile à suivre. Je vais avoir un débit qui sera lent et j'ai dit à Éric tout à l'heure que si jamais je dépasse le temps qui m'est imparti, il pourra me faire signe. Finalement, je m'excuse, je ne pourrai pas être là demain parce que j'ai un conflit d'horaire, ça me fait de la peine. Les communications m'intéressaient beaucoup. Alors, comme c'est enregistré, ben, je pourrai en prendre connaissance. Alors, on part. Dans la plupart des sociétés, les historiens contribuent à la construction de la mémoire collective. Cependant, leur rapport diffère de celui d'autres intervenants. S'ils peuvent être aussi des citoyens engagés, les historiens doivent pratiquer, selon moi, une nécessaire mise en distance, à la fois envers les acteurs du passé, mais aussi envers leurs propres convictions. Ce salutaire équilibre est difficile à maintenir pour les historiens des communautés francophones minoritaires, ou je devrais dire dans les communautés francophones minoritaires. Marginalisées sous plus d'un aspect, ces dernières sont constamment à la recherche de justice et de reconnaissance. Dans leur combat, les porte-paroles des minorités multiplient les références à l'ancrage profond des francophones dans le territoire national et provincial et à leur lutte héroïque. À peu de choses près, la remarque d'Yves Roby à propos des élites franco-américaines traditionnelles est valable pour les leaders franco-canadiens contemporains. Et je cite Roby. Les élites invoquent l'expérience du passé pour expliciter, justifier les choix qu'elles proposent, lutter contre les ennemis qu'elles reconnaissent et imaginent, ou encore pour susciter l'enthousiasme des jeunes en faveur de la survivance. En outre, autrefois comme aujourd'hui, elles n'aiment pas la dissidence. Elles croient, ou elles veulent croire, que la communauté a toujours été unanime. Pas toujours, mais souvent, elles considèrent les historiens comme des commémorateurs savants qui confortent du sceau de leur expertise les idées reçues au sujet du passé. Mais est-ce bien là le rôle des historiens?
C'est à cette question que je vais tenter de répondre dans les prochaines minutes. Encore une fois, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à partager mes réflexions, car la question m'interpelle depuis que, jeune doctorant, j'effectuais de longs séjours en franco-américanie dans les années 80. Cette question devint cruciale après mon arrivée à Toronto en 1988. Quelques années plus tard, dans le cadre d'une table ronde à laquelle je participais, le juriste Pierre Fouché demanda aux panélistes à peu près ceci. Nous, juristes, prenons fait et cause pour la francophonie canadienne. Est-ce la même chose pour les historiens? Et voilà. En 2007, je devins directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, le CRCCF, voué à la préservation de la mémoire documentaire franco-canadienne, particulièrement la mémoire franco-ontarienne. Pendant 3 ans et demi, mon questionnement fut presque quotidien. M'accompagnant dans cette conférence des historiens d'ici et d'ailleurs qui se sont penchés d'un œil critique sur la mémoire collective, particulièrement dans ses rapports avec l'histoire, et qui m'ont beaucoup inspiré, vous allez le voir. Partiellement analyse, ma conférence est également, comme son titre l'indique, un témoignage qui repose sur mes contributions à diverses entreprises mémorielles en Ontario français. Première section, mémoire et histoire. Contrairement à plusieurs historiens, y compris Pierre Nora, le célèbre inventeur de liens de mémoire, je ne crois pas que l'histoire soit supérieure à la mémoire. Toutefois, je suis d'avis que la mémoire et l'histoire sont différentes dans leur essence. La mémoire a un rapport direct, affectif avec le passé. Elle relève d'un sentiment d'appartenance à un groupe. En s'appuyant sur une solidarité qui n'est pas seulement ancrée dans le présent, mais qui cherche à reconstituer un lien avec ce qui s'est passé et à établir une filiation, mot très important, ce sentiment d'appartenance est intergénérationnel. En effet, la mémoire permet au groupe d'affirmer qu'il doit durer, non seulement parce qu'il a un présent, mais aussi parce qu'il a un passé et parce qu'il a un avenir. Au sein des groupes minoritaires qui, je le disais, sont souvent marginalisés, la mémoire est donc fondamentale. Par ailleurs, comme l'écrit Martin Paquette, qui s'abreuve lui-même à plusieurs théoriciens, l'histoire, et je cite, est une enquête méthodique selon des processus ordonnés et logiques de constitution de la connaissance. Elle est organisée vers un idéal impossible à atteindre, la recherche de vérité. Philippe Joutard, historien lui aussi, ajoute que l'histoire a pour impératif de tout prendre en compte, y compris ce qui n'est pas mémorable. Prenons 2 exemples. En recueillant les récits de migrants des Hautes-Alpes depuis plusieurs générations, Anne-Marie Granet-Abisset obtenait, sans surprise, l'image d'une immigration de la misère conforme aux stéréotypes traditionnels. Cependant, un examen attentif des familles concernées, croisé avec la documentation écrite, révélait une toute autre réalité, celle de familles aisées, parmi les plus solidement établies dans la vallée de Queyras, pour lesquelles l'immigration s'inscrivait dans une stratégie de renforcement économique et social. Plus près de nous, la mémoire franco-canadienne a retenu les combats épiques des militants des 3 dernières années du 20e siècle, des 3 dernières décennies du 20e siècle, qui se sont battus pour l'obtention d'écoles et de conseils de langue française à la grandeur du Canada.
Pourtant, presque partout, ces luttes ont profondément divisé les communautés francophones, suscitant même de la violence à certains endroits. Si la mémoire collective peut oublier ces conflits internes entre francophones, l'histoire, elle, doit les consigner. En effet, la mémoire a tendance à gommer les divisions communautaires. Les événements sont simplifiés pour faciliter leur utilisation en vue de mobilisation collective. Comme le souligne Marcel Martel, dans la bataille pour la survie de l'hôpital Montfort au tournant du 21e siècle, à quoi bon s'empêtrer dans ce qui est perçu comme des détails, alors que l'évocation seule du règlement 17 suffit à frapper l'imaginaire? C'est ce que les dirigeants de la coalition SOS Montfort, avec à leur tête Gisèle Lalonde, souhaitaient que les gens retiennent de l'événement, et non pas sa complexité. Dans son autobiographie, Mme Lalonde écrit, et je cite, « Je pense à Jeanne Lajoie, aux femmes de l'école Guigues, avec leurs épingles à chapeau. Elles en avaient du courage. » Fin de la citation. Les militants à la défense de l'hôpital Montfort ont gagné leur combat. L'hôpital Montfort étant, la crise de Montfort étant devenue à son tour un lieu de mémoire franco-ontarien. On l'a vu on le voit avec les événements présents autour de la Laurentienne. Mais revenons un instant sur le rôle social de l'historien tel que je le conçois. Premièrement, la formation de citoyens éclairés, prêts à poser des questions difficiles, peu importe leur allégeance politique et celle des gouvernants. En deuxième lieu, l'ouverture à l'autre, peu importe l'époque où cet autre évolue ou le continent sur lequel il vit. Troisièmement, la mise en exergue de la complexité des phénomènes et des acteurs historiques. Or, nous venons de le voir, ces trois fonctions de l'histoire sont souvent éloignées des usages que les chefs de file font du passé. Ces derniers conçoivent aisément que les historiens remettent en question les politiques linguistiques néfastes des gouvernements à diverses époques, mais ils voient d'un moins bon œil l'émission de doute sur le caractère unanimiste de l'opinion publique francophone envers ces mêmes politiques. Je fais mien le propos de Philippe Joutard, et je cite, « L'histoire demeure le seul moyen d'apaiser les mémoires blessées, de permettre aux mémoires concurrentes de cohabiter. La meilleure façon de vaincre l'oubli est de se prémunir contre les excès mémoriels. » On me rétorquera que peut-être que cette posture n'est pas valable en milieu minoritaire francophone. En effet, pour certains chercheurs, la communauté scientifique minoritaire doit impenser la francophonie en vue d'instaurer une véritable science sociale des milieux minoritaires francophones en revoyant en profondeur les schèmes d'analyse. Seule façon d'éviter l'infériorisation des savoirs minoritaires. Pour les historiens, à mon avis, ce serait s'engager dans un cul-de-sac. Bien sûr, les historiens, nous avons été formés à contextualiser nos sujets d'études et à faire montre d'empathie pour les acteurs historiques. Nous essayons, pas toujours avec succès, de maintenir un sain équilibre entre cette empathie envers notre sujet et une mise à distance, garante de l'appréhension du passé dans sa complexité. C'est aussi pertinent pour une historienne de l'Égypte des pharaons que pour un biographe de Louis Riel. Section suivante. Histoire, mémoire et militantisme. Des historiens, et non parmi les moindres, n'ont pas les mêmes scrupules que moi. Chez eux, le citoyen et le savant ne font qu'un. C'est le cas de Gaétan Gervais.
l'intellectuel le plus influent de l'Ontario français de la fin du 20e siècle et du début du 21e. Au fil des ans, Gaétan a fait paraître une série d'articles et de chapitres de livres sur diverses questions d'actualité en Ontario français. Comme le dit Michel Bock, pour Gaétan Gervais, l'identité franco-ontarienne s'appuyait à la fois sur le partage d'une mémoire collective et sur la volonté de se perpétuer en s'institutionnalisant. Tout au long de son parcours, l'historien militant posa donc une série de gestes pour incruster dans les esprits cette autonomie souhaitée de la minorité franco-ontarienne. D'abord, la création d'un drapeau en 1975. Et là, j'ai une série d'exemples qui montrent le mariage entre le militantisme et la pratique historique chez Gaétan Gervais. Faute de temps, je ne les évoquerai pas. Et quand je dis que Gaétan Gervais est l'historien et l'intellectuel le plus influent de l'Ontario français à la fin du 20e siècle et au début du 21e, c'est qu'en fait, il a formé des centaines d'étudiants. Il a été le premier à inaugurer l'histoire franco-ontarienne, l'enseignement de l'histoire franco-ontarienne à l'Université Laurentienne au début des années 80. Et, vous le savez sans peut-être, ça a été un des premiers, peut-être le premier, à souhaiter la création d'une université de langue française en Ontario. Je juge que le mariage entre pratique historienne et militantisme chez Gaétan Gervais ne fut pas toujours heureux. Issu d'une tradition empiriste en histoire, Gervais se situait au tout début de sa carrière à l'aune de l'histoire politique, de l'histoire des idéologies et de l'histoire économique. Sa conception empiriste du métier d'historien demeurera dans ses travaux les plus substantiels. Cependant, dans ses textes plus courts, il tend souvent vers un lyrisme qui n'exclut pas les formules lapidaires. Dans l'œuvre de Gaétan Gervais, il n'y a pas de place pour la fragmentation ou les divisions de classe, de genre et de génération. Il n'y a pas de place non plus pour les relations des Franco-ontariens avec les différents groupes ethnoculturels qui composent la population de la province. De fait, Gervais se positionne contre toute une série de travaux réalisés et regroupés autour du paradigme de l'ethnicité. Il est aussi en réaction contre le mouvement contre-culturel qui anime alors plusieurs intellectuels et artistes du nord de l'Ontario et dont le discours lie la franco-ontarianité à la marginalité, à l'hybridité et au bilinguisme. En Acadie, à la même époque, l'alter ego de Gaétan Gervais est Léon Thériault. Professeur dès 1969 à la jeune université de Moncton, où il inaugure l'enseignement de l'histoire acadienne, Thériault s'engage en parallèle dans la Société historique acadienne. Il est également très présent sur la scène médiatique, comme Gervais, et il participe à nombre de comités au sein de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Cependant, contrairement à Gervais, Thériault se lance sur la scène politique. Dès sa fondation en 1972, il adhère au Parti acadien pour y faire valoir un projet de création d'une province acadienne. Selon lui, entre les organisateurs de la première convention acadienne en 1881 et les chefs du Parti acadien quelques 100 ans plus tard, l'affiliation est directe. D'ailleurs, en 1977, l'historien joue un rôle important dans le virage nationaliste que prend le Parti acadien en mettant au centre de cette plateforme
la création d'une province acadienne. En 1982, il publie un essai percutant intitulé « La question du pouvoir en Acadie », où il prône l'acadianisation du politique, secteur fondamental qui échappe encore aux Acadiens du Nouveau-Brunswick. Ces derniers, croit-il, doivent se doter d'un projet politique spécifiquement acadien. Encore une fois, la création d'une province acadienne, point d'arrivée d'un long cheminement historique. Pour y parvenir, dit-il, les Acadiens du Nouveau-Brunswick doivent s'unir et bâtir sur les acquis du passé. Gervais et Thériault se rejoignent donc dans la quête d'autonomie pour les Franco-Ontariens et les Acadiens. C'est le thème qui les anime le plus comme historiens militants. L'autonomie institutionnelle du côté de Gervais, l'autonomie politique du côté de Thériault, qui va donc plus loin. Le temps me manque pour expliquer pour essayer d'expliquer pourquoi cette différence entre les deux historiens. Évoquer la pensée de Léon Thériault, c'est entrer dans le monde de l'histoire et de la mémoire acadienne. Sans faire complètement exception, la mémoire acadienne se distingue des autres mémoires francophones d'Amérique. Toutes sont modelées par la condition minoritaire, même au Québec, et s'organisent autour d'événements clés. La conquête de 1760, la pendaison du chef métis Louis Riel, les luttes religieuses et linguistiques faisant suite à des législations répressives au début du 20e siècle. Mais aucun de ces événements n'occupe toutefois la place que tient le grand dérangement dans la mémoire acadienne. Aucune n'a autant marqué les représentations, qu'elles soient littéraires, artistiques ou mémorielles. Philippe Joutard considère même l'Acadie comme ce qu'il appelle une société mémoire. Joutard entend par société mémoire des groupes ayant une mémoire vivante autour d'événements fondateurs évoqués dans différents lieux de sociabilité, souvent devenus en même temps des lieux de mémoire. Il ajoute que dans ces sociétés, la mémoire advient d'abord et est maintenue vivace par la tradition orale. Or, comme on le sait, ce n'est pas le cas en Acadie, où c'est avant tout par le poème épique Evangeline, A Tale of Acadie, publié par Longfellow en 1847, que c'est diffusé d'abord le souvenir de la déportation. En 2005, le 250e anniversaire de la déportation, et ici, je sais qu'il y a une nuance, mais j'utilise comme synonyme pour pour cette conférence, le Grand Dérangement et déportation. Le 250e anniversaire du Grand Dérangement a fait ressortir les enjeux mémoriels qui s'étaient exprimés à travers les ans en Acadie. Pendant que certains menaient un combat pour obtenir des excuses publiques de la part du Canada et de la Grande-Bretagne, d'autres formulaient des invitations à passer à autre chose. Mais comme une grande partie de la population acadienne demeurait attachée à l'événement fondateur de la déportation, on proposa alors d'intégrer au récit tragique du Grand Dérangement l'idée de résistance, symbolisée par le corsaire Beau-Soleil Broussard, afin d'exorciser cet événement traumatique qui, en fin de compte, n'avait pas eu raison des Acadiens qui avaient survécu. Si la mémoire collective acadienne se distingue des autres mémoires francophones d'Amérique, le rôle principal des historiens, tel que le conçoivent les chefs acadiens, est la même qu'ailleurs, soit celui de conforter la population dans sa représentation du passé, ce qui amène forcément des raccourcis historiques. Certes, la déportation
a constitué un événement tragique. On ne le dira jamais assez. Mais elle n'a pas frappé tous les Acadiens de la même façon et avec la même force. Certes, les promoteurs de la Renaissance acadienne ont fait progresser leur peuple, mais les intérêts des membres de l'élite n'étaient pas toujours les mêmes que ceux des cultivateurs et des pêcheurs. S'il y a une leçon que nous enseigne l'histoire, c'est que tout comme le présent, le passé de l'Acadie est complexe. Je vais sauter, j'ai un paragraphe sur les historiens anglophones de l'Acadie qui travaillent, qui œuvrent à l'extérieur de l'Acadie. Je n'ai pas le temps de lire ce paragraphe. Prochaine section. Mes principales contributions mémorielles. La fièvre commémorative qui s'est abattue sur le monde occidental à partir des années 1980 n'a pas épargné la francophonie canadienne. Elle ne m'a pas épargné non plus. Convaincu de la nécessité de la mémoire collective, et je le répète, je ne suis pas du tout un historien anti-mémoriel, anti-mémoire, mais inquiet des dérives que peut amener la mémoire et désireux de ne pas laisser la commémoration aux mains des commémorateurs, j'ai beaucoup commenté dans les médias des anniversaires, des manifestations mémorielles. En parallèle, je me suis investi dans diverses entreprises mémorielles. C'est ainsi que j'ai contribué à l'inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France, projet qui était déjà en cours en 2004 ou 2003 ou 2004 quand je m'y suis joint. L'inventaire avait été conçu par Alain Roy et, comme son titre l'indique, il s'agissait d'inventorier systématiquement les lieux de mémoire de la présence française avant 1760 ou 1763. Plusieurs communications et publications en découlèrent. À la même époque, j'ai accepté de travailler à l'enrichissement du programme de plaques historiques de la Fiducie du patrimoine ontarien, qui était très déficient pour l'Ontario français, consistant surtout dans des lieux de mémoire associés à la période de la traite des fourrures, donc avant l'avènement de l'identité franco-ontarienne. Dans un premier temps, j'établis une liste d'une 50aine de plaques que je hiérarchisais selon l'importance que je leur attachais. Mon objectif était triple: rendre compte de la richesse et de la complexité du passé franco-ontarien. Deuxièmement, démocratiser et diversifier la mémoire franco-ontarienne en soulignant la présence sur le territoire de communautés et non seulement de personnages célèbres, tout en faisant une place aux femmes. Troisièmement, faire réfléchir au processus mémoriel comme tel. À ma grande surprise, à une exception près, la fiducie approuva ma liste, ma hiérarchisation, et me demanda de rédiger le texte de 10 plaques et des brochures historiques les accompagnant. 9 plaques furent ainsi dévoilées entre 2005 et 2009. La première commémorait Marie-Rose Turcot, écrivaine méconnue de la première moitié du 20e siècle. Suivirent une plaque sur la première station radiophonique de langue française de l'Ontario, CFCL, à Timmins, puis une série communautaire avec des plaques sur Hearst, La Fontaine, Mattawa, Welland et Toronto. Mais mes plaques favorites avaient pour sujet Joe Monferrand, ce batailleur qui terrorisait les bûcherons irlandais de la vallée de l'Outaouais dans les années 1830. Ainsi que Jeanne Lajoie, une institutrice qui enseigna à l'école libre de Pembroke en pleine crise du règlement 17 et qui, atteinte de tuberculose, se tua littéralement à la tâche. Avec ces 2 plaques, je pus illustrer la fabrication d'un personnage légendaire canadien-français et celle d'une héroïne franco-ontarienne. Il y avait une certaine ironie à ériger des plaques
qui portait sur les processus de constitution de la mémoire collective. Le cycle Champlain. Compte tenu de ce qui précède, vous ne serez pas surpris que je me sois aussi engagé dans le tourbillon mémoriel Champlain, qui commençait en 2003 avec l'ouverture du poste de Tadoussac, 400 ans plus tôt, et qui se termina avec le quadricentenaire de la présence française en Ontario en 2015, en passant par la Fondation de Québec en 2008 et la découverte du lac Champlain en 2009. C'est le Centre international de documentation et d'échange de la francophonie de l'Université Laval et son directeur, Michel Tétu, qui prirent l'initiative d'organiser en mai 2003 à Québec, à Tadoussac, suivi d'un grand colloque à Québec, une cérémonie. Ne craignant pas l'anachronisme, Tétu présenta Champlain comme un apôtre du multiculturalisme, car l'explorateur avait rencontré des Autochtones avec qui il scella une alliance, qui allait permettre toutes les implantations de la France en Amérique. Tétu nous dit que Champlain comprit que les Européens devaient s'instruire des Amérindiens pour apprendre l'Amérique, le milieu environnant et l'adaptation aux réalités du Saint-Laurent. En Acadie, le souvenir des commencements était apparu timidement lors du bicentenaire de la déportation en 1955. C'est un quart de siècle plus tard, lors des fêtes du 375e anniversaire de l'Acadie, donc, si je me souviens bien, en 1979, que l'élite s'investit pleinement dans le moment fondateur de 1604, incitée qu'elle était par un contexte socio-économique et socio-culturel favorable au remplacement du mythe fondateur de la déportation par celui beaucoup plus positif et glorieux de la fondation d'une colonie qui donna naissance à un peuple distinct, les Acadiens. En 2004, les chefs de file voulaient plus que jamais célébrer la réussite des Acadiens des Maritimes, enracinés dans un territoire 4 ans avant la fondation de Québec, ce qui faisait d'eux les premiers pionniers français du continent. Mais la sauce ne prit pas, en particulier au Nouveau-Brunswick, où les Acadiens étaient beaucoup plus nombreux qu'en Nouvelle-Écosse. Ils hésitaient à peser de tout leur poids, ici je cite Ronald Roden, ils hésitaient à peser de tout leur poids pour la réalisation de projets trop éloignés, le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, des lieux où ils vivaient et qui n'étaient pas en phase avec leur identité. D'ailleurs, il y avait bien longtemps que les environs de l'île Sainte-Croix et de Port-Royal avaient été repeuplés par des anglophones qui avaient écarté les Acadiens de la mémoire régionale. Ils avaient aussi écarté les Autochtones. Je passe sur, et en fait, j'oubliais presque, mais c'est très, très important, l'événement, la déportation continua à être l'événement mémoriel par excellence des Acadiens. Je ne traite pas du 400e de la Fondation de Québec, ni du lac Champlain. Et si je parle de mon apport, c'est aussi que je pense que c'est un exemple de comment se fabrique une commémoration, une célébration. En 2009, en tant que directeur du CRCCF et membre du conseil d'administration du regroupement des organismes de la francophonie, des organismes du patrimoine franco-ontarien, le ROPFO, j'ai pu jouer le rôle de sensibilisateur et essayer de sensibiliser à l'importance de souligner avec éclat le 400e anniversaire de la présence française en Ontario. À au moins 2 reprises, en compagnie du président et de la directrice du ROPFO, j'ai rencontré Madeleine Meyer, ministre déléguée aux Affaires francophones du gouvernement ontarien. Notre idée était alors d'étaler les célébrations sur 5 ans, en commençant en 2010 avec la commémoration de l'arrivée du premier Français en Ontario, le truchement Étienne Brûlé. Il faut dire que nous nous y prenions tard
et que l'AFO craignait, l'AFO, c'est l'Assemblée, pour ceux qui ne connaissent pas le monde associatif franco-ontarien, l'Assemblée de la francophonie ontarienne, craignait une concurrence avec la commémoration du mouvement associatif provincial franco-ontarien aussi en 2010. Mais surtout, le gouvernement croyait que Brûlé n'était pas un nom aussi vendeur que celui de Champlain, qui avait été récemment dans la mire en Acadie et au Québec. Du point de vue gouvernemental, il fallait concentrer les fêtes commémoratives en 2015, car c'était exactement 400 ans plus tôt que le père de la Nouvelle-France avait commencé un séjour de 10 mois en Huronie, c'est-à-dire sur le territoire de la future province d'Ontario. Encore plus important, le gouvernement libéral marquerait ainsi un grand coup économique et touristique qui profiterait à tous les Ontariens. En effet, dès la première rencontre avec Madeleine Meilleur, il était clair que le gouvernement voulait miser sur l'aspect rassembleur de la commémoration de la fondation de l'Ontario français. La décision officielle de commémorer le 400e fut prise dans le cadre des États généraux sur l'avenir du patrimoine culturel qu'avait organisé l'Europe FO à North Bay, mais sous les auspices et avec le soutien financier du ministère de la Culture de l'Ontario. Les quelques 130 participants émirent alors le souhait je cite, qu'on reconnaisse de façon grandiose le 400e anniversaire de la présence française sur le territoire ontarien pour marquer à la fois l'arrivée d'Étienne Brûlé et le trajet parcouru par Samuel de Champlain. Le consensus était que les célébrations se dérouleraient sur plusieurs années. Il y eut donc un compromis. Des manifestations mémorielles auraient lieu à partir de 2013 et une sorte de crescendo mènerait vers la grande célébration en 2015. Pour ma part, n'étant pas convaincu que 1613, année de la remontée de la rivière des Outaouais par Champlain et sa rencontre conflictuelle avec le chef algonquin Tessouat, serait soulignée de façon adéquate, je me tournai vers la commission de la capitale nationale et son directeur, l'historien Mark Christensen, le directeur de la programmation publique, prit la balle au bon et rapidement, certains s'en souviennent peut-être, il réunit une trentaine d'intervenants patrimoniaux et culturels des deux côtés de la rivière des Outaouais, c'est-à-dire côté québécois et côté ontarien. S'ensuivit une kyrielle d'activités sur laquelle je passe. Je passe aussi sur l'organisation comme telle des fêtes. C'est quand même important de dire que sur le plan financier, le bailleur de fonds le plus important du 400e en Ontario était le gouvernement provincial qui consacra une enveloppe budgétaire de 5,9 millions, suivi de Patrimoine Canada qui débloqua une somme plus modeste de 1,4 million. C'était relativement peu, le gouvernement fédéral ayant investi 20 millions pour les commémorations acadiennes et le double pour celles de Québec. Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, des dizaines d'activités commémoratives, y compris un grand rendez-vous Champlain à la baie Georgienne en Huronie, furent accréditées par le comité directeur communautaire. Il y eut et l'événement, le 400e culminerait avec un grand rassemblement à Toronto à la fin d'octobre 2015, où notamment il y eut un spectacle à grand déploiement de l'Écho d'un peuple, un spectacle qui avait été présenté dans l'Est de l'Ontario pendant plusieurs années. Selon Michel Bock, la commémoration des 400 ans de présence française en Ontario s'apparentait, sous plusieurs aspects, à une entreprise de construction nationale, sans toutefois qu'il eût été clair de quelle collectivité nationale il s'agissait.
commémorait-on la naissance de l'Ontario français en tant que minorité nationale, possédant sa propre historicité et se démarquant par une lutte toujours inachevée? Ou redécouvrant-on plutôt le début de la collaboration et du métissage européano-autochtone? Il semble que c'est cette dernière interprétation qui prédomina, en tout cas chez ceux qui détenaient les cordons de la bourse, le gouvernement. Selon Bock, toujours, c'est peut-être autour de la figure même de Champlain que l'ambiguïté était la plus manifeste. Pour la plupart des Pour la plupart des commentateurs de son œuvre, l'ouverture à la diversité et au métissage, qui prévalait en 2015 en Ontario comme ailleurs au Canada, était un héritage direct du fondateur de la Nouvelle-France. Cette ouverture s'était traduite par l'établissement d'un rapport d'égalité et de respect avec les peuples autochtones. Et pour terminer, dernière section que j'esquisse très, très rapidement, elle s'intitule « Mémoire et histoire, le rêve de Champlain ». Cette interprétation d'une fondation de l'Ontario français étant née dans le métissage et la diversité, fut à la fois confortée et inspirée par le livre « Le rêve de Champlain » de l'historien américain David Hackett Fischer. Publiée en anglais en 2008 et traduite de façon magistrale 3 ans plus tard par l'écrivain franco-ontarien Daniel Poliquin, cette biographie devient un best-seller comme on en voit rarement en histoire. Avec 20 000 exemplaires vendus, l'ouvrage connut un succès retentissant au Québec et en Ontario français, beaucoup moins en Acadie en raison des facteurs que j'ai évoqués plus tôt, mais aussi parce que le moment commémoratif était passé de la fondation de l'Acadie était passé depuis plusieurs années. Ailleurs, le succès de Hackett Fischer repose sur plusieurs facteurs. D'abord, c'est un grand raconteur au style à la fois élégant et enlevant, presque épique. En plus, quand il était invité au Canada, les gens découvrent un homme d'un certain âge, très affable, qui ne joue nullement à la vedette. Cependant, c'est avant tout son interprétation qui séduit les Franco-Ontariens et les Québécois. Et les Français aussi. Sous sa plume, parce que tout le monde y gagne, sous sa plume, l'explorateur et père de la Nouvelle-France est un civilisateur soft, empreint d'humanisme et ami des Autochtones, au contraire des Portugais, des Espagnols et des Anglais. C'est un personnage rassembleur qui vit au diapason des valeurs contemporaines de diversité et d'ouverture à l'autre. Publié à la veille de la commémoration du 400e anniversaire de l'Ontario français, la traduction française de la biographie y connaît un accueil chaleureux. Surtout en mars 2015, juste à temps pour les célébrations, ou la fin des célébrations, Champlain reprend vie sous les traits du comédien Maxime Leflaguet dans une production de TFO de 6 volets de 30 minutes chacun. Pour le directeur, je n'ai pas donné beaucoup de citations, mais celle-là, je pense qu'elle est importante et elle est représentative. Pour le directeur de la chaîne, Glenn O'Farrell, il est important, et je cite, « Il est important de se répéter que cette histoire est riche et universelle, qu'elle est porteuse de leçons et de valeurs encore valables. Un historien américain est venu nous le rappeler. Il est temps de bien se le raconter à nous-mêmes. » La docufiction a connu un grand succès, s'est mérité plusieurs prix. Pourtant, et j'ai presque fini, plusieurs historiens proposèrent de manière assez convaincante une image moins hagiographique de Champlain. Comme l'a écrit Paul Cohen, historien à l'Université de Toronto, si le best-seller de David Hackett Fischer propose une histoire nationale réconfortante, épurée de bien de zones d'ombre troublantes, le prisme du métissage par lequel il cherche à appréhender l'histoire du Canada a plutôt tendance à occulter la réalité du colonialisme avec les Autochtones, dont l'œuvre de Champlain a été partie prenante.
mais de façon beaucoup plus astucieuse que la majorité de ses contemporains. Conclusion, un court paragraphe. Nous avons donc bouclé la boucle et sommes revenus au rapport entre mémoire et histoire. Avec le rêve de Champlain et ses dérivés, nous sommes en présence d'un exemple exceptionnel de dialogue entre elles. En fait, ici, il y a adéquation presque parfaite entre les attentes mémorielles et la production historienne. La plupart du temps, j'ai essayé de le montrer, la relation est plus ambiguë. Et comme on l'a vu, elle peut même être conflictuelle. En terminant, je répète que pour moi, histoire et mémoire diffèrent dans leur objet, mais elles sont toutes les deux nécessaires. Leur alliance, pour reprendre le terme de Philippe Joutard, devrait être fondée sur un respect mutuel et un équilibre. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup, Yves. 45 minutes pile. Tu peux imaginer les gens qui applaudissent dans leur salon. Je suis sûr. Il manque un petit bouton là, pour applaudir ici. Là. C'est la période de questions. C'était très intéressant, Yves. Une belle leçon. J'ai déjà une main levée, deux mains levées. Alain Roy. Ben, merci Yves de ta présentation. En tout cas, tu montres bien effectivement ton parcours d'historien qui contribue finalement à la mémoire. Parce qu'il y a toute cette question de la contribution, puis tu en as fait mention un peu tout à l'heure avec l'inventaire des lieux de mémoire. Je te remercie. Tu aurais pu parler aussi de, entre autres, la table ronde qu'on avait organisée dans un temps de gouvernement Harper sur la commémoration à la Société historique du Canada. C'était aussi des discussions. Mais pour revenir à la question des lieux de mémoire, en fait, ma question porte plutôt sur le rapport, en fait, de l'historien à la mémoire et de la place de la mémoire, finalement, dans la collectivité. Quand on avait monté le projet Lieu de mémoire, d'abord, c'était lieu de mémoire qui n'était pas défini comme une aura, mais plutôt comme effectivement un lieu physique, le patrimoine matériel, en tout cas dans l'espace qui en restait, donc qui différenciait lieu de mémoire de lieu de mémoire tel que Nora l'avait développé. Maintenant, il y a toute la question qui se pose de ce rapport à la mémoire. Je pense que tu montres, autrement dit, dans ton parcours, l'apport, autrement dit, historien. Maintenant, est-ce qu'au niveau sociétal, il y a une autre façon de penser cette mémoire-là? Parce que, dans le fond, Joutard, Nora, en fait, plongent un peu dans les mêmes eaux, c'est-à-dire que c'est un rapport qui est défini entre histoire et mémoire, mais qui, en fait, regarde peu la question sociologique de la mémoire. Par exemple, comme l'a fait le philosophe bon, encore un blanc, ça va me revenir. Marie-Claude Lafabre aussi, la sociologue, le Ricard, en fait, a travaillé beaucoup cette question de l'inscription des communautés dans le temps. Et si on pense cette façon-là, la mémoire, autrement dit, comme étant une inscription d'une société dans le temps avec une diversité de représentation, parce que dans le fond, le problème de la mémoire telle que définie, c'est une représentation qui est unique, alors qu'il y a toujours cet enjeu de diversité, comme le montre la contribution historienne sur différents éléments. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une façon de penser qui serait plus, pourrait dire, harmonieuse, où l'historien, donc, comme avec son savoir, contribue et développe une mémoire, autrement dit, en fait donc, et de là, va contribuer à cette communauté, mais avec son apport propre qui est critique. Donc, c'est un rapport qui est un peu différent de celui défini par Nora, Joutard et compagnie. Oui, ben, c'est une question difficile que tu poses. Moi, et puis j'ai pas fait, c'est vrai que je n'ai pas fait référence à ce côté. Tu parlais de Maurice Halbwachs, probablement? Est-ce que c'est Halbwachs, Paul Ricard, Marie-Claude, Ouais. c'est toute cette dimension sociologique, en fait. Puis là, on pourrait parler des Memory Studies aussi, où tu as cette vision, autrement dit, beaucoup plus sociologique de l'inscription de l'historicité d'une communauté, c'est-à-dire son inscription dans le temps avec ses différents phénomènes mémoriels et historiques.
Oui, je ne sais pas ta question. Tu as mentionné le mot harmonieuse. Moi, dans ma pratique, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est-à-dire que je peux imaginer que de façon théorique, oui, il y a une façon de le faire. Et peut-être qu'il y a des. J'ai hâte de vous entendre plus tard sur vos différents projets. Peut-être qu'il y a des façons de le faire. Mais pour moi, il y a toujours eu, je ne dirais pas qu'il y a eu un conflit, mais il y a toujours eu, il y a toujours eu il y a toujours eu une tension entre mémoire et histoire. Et je suis pas sûr comment l'amoindrir beaucoup, cette question-là. Ma seule réponse, c'est que ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il faut maintenir un équilibre et il faut essayer de, tu sais, de, de faire ressortir le fait, par exemple, qu'il y a eu des Kashétikans, on s'est presque... il y a eu une lutte violente, il y a eu des incendies lors de la question des écoles francophones, un peu partout au Canada, il y a eu de profondes divisions. De faire ressortir ça, pour moi, ça ne change rien à l'importance de ces luttes-là. Et c'est peut-être parce que je suis trop, comment je dirais ça, donc, je suis trop axé sur la question de la complexité parce que je n'ai pas vu beaucoup d'exemples où la mémoire n'était pas simplificatrice. Et ce qui est important, tu as mentionné la diversité, bien ça, je n'ai pas voulu m'embarquer dans ça parce que je pense que j'en suis incapable de toute façon. Comment on s'assure qu'à un moment où les communautés francophones, comme le reste du Canada d'ailleurs, ou le reste du monde occidental, est en train d'être profondément modifié par l'arrivée d'immigrants, comment on s'assure que ces gens-là se retrouvent aussi dans la mémoire franco-ontarienne ou dans la mémoire acadienne? Merci. Je passerai à la question suivante. Lorraine, si je suis bien l'ordre. Merci beaucoup, Yves. Cette tension entre mémoire et histoire, je pense que ça se voit aussi dans d'autres domaines d'histoire, où aussi les historiens souhaitent soutenir les groupes qu'ils étudient. Et je pense des historiennes des femmes et des historiennes du travail. J'ai beaucoup vu la même dynamique. Alors, ma question, voyez-vous une différence entre eux qui soutiennent d'autres types d'histoires et eux qui font l'histoire des minorités, des groupes linguistiques en situation minoritaire? Avez-vous vu une différence? Oui, moi, je pense que c'est une différence d'intensité. Je pense que c'est beaucoup plus intense au sein des minorités francophones. Et tu as raison de le dire, cette tension, elle existe partout. Mais puisque les minorités francophones sont tellement fragiles, on le voit dans l'actualité constamment, je pense qu'elles se défendent. C'est important pour elles. Elles sont toujours en concurrence avec la société majoritaire en termes mémoriels. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle elles sont tellement, quand je dis elles, les porte-paroles sont tellement inquiets de l'idée qu'il pourrait y avoir une dissidence qui pourrait être utilisée par, je ne sais pas moi, le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux. Et si j'étais
si j'étais dans, disons, président de la FO ou président de la Société, historique la Société, pardon, franco-manitobaine, je ferais la même chose qu'eux. Alors, je pense qu'on est vraiment là pour, les historiens, on est vraiment là pour essayer de ramener les choses et on peut utiliser, parce qu'on a quand même, un capital symbolique important au sein des communautés. Mais c'est très, très difficile parce que souvent dans les médias aussi, dans les médias francophones qui font vraiment partie de cette communauté et qui adoptent les batailles, qui se rangent dans les batailles aussi, qui jouent un rôle dans les batailles de ces communautés, ben, eux aussi, parfois, ils ont cette idée, cette approche simplificatrice. Merci. Merci. On a une question de Serge Dupuis. Merci Yves de cette conférence qui ratisse large, qui est fascinante. J'ai pris beaucoup de notes. J'aime bien ton concept en 3 temps d'avoir la mission là, de nourrir des citoyens éclairés, puis d'avoir une ouverture à l'autre, puis de rendre justice à la complexité des acteurs et des phénomènes. En fait, moi, j'ai été confronté un peu à ce dilemme-là. Je suis un étudiant de Gaétan Gervais. Et puis, c'était un historien qui était engagé. C'est le premier modèle que j'ai connu comme étudiant. Donc, lorsqu'on cherche à se frayer un chemin dans notre discipline, on imite nos professeurs et au départ, puis ensuite vient la réflexion critique par rapport au métier, puis la manière de pratiquer le métier, avec peut-être des convictions qui sont mêlées à tout ça, mais aussi une envie de faire œuvre utile, puis d'avancer la connaissance. Donc, il y a cette espèce de tension-là. Effectivement, quand on est dans les communautés, mais aussi lorsqu'on est en train de travailler avec elles afin de les former, les accompagner d'une certaine façon afin qu'elles aient accès à des outils auxquels elles n'ont pas nécessairement accès facilement parce qu'il y a un manque de temps, un manque de formation, un manque de ressources. Puis je me demande si justement ce passage entre la géographie qui était pratiquée par exemple par la Société historique du Nouvel-Ontario puis les Jésuites dans les années 40-50 et peut-être ce qu'on pourrait appeler l'histoire patriotique pratiquée par un Gervais n'est pas un passage obligé dans la mise sur pied d'une historiographie dans une communauté nationale minoritaire comme celle de l'Ontario français pour se diriger vers des études scientifiques avec un peu plus de méthode, mais un souci pour l'exactitude des faits et puis l'inclusion d'une diversité de perspectives. Donc, de un, ma première question, c'est est-ce que c'est un passage obligé dans le développement d'une historiographie, qu'on soit passé par une histoire patriotique pour évoluer vers autre chose? Puis deuxièmement, je me demande si la mémoire est un peu essentielle pour rendre l'histoire recevable. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait ancrer le règlement 17 et les mythes du règlement 17 dans l'esprit des Franco-Ontariens afin qu'ils puissent s'intéresser aujourd'hui à l'histoire et trouver une pertinence dans le développement de cette connaissance scientifique-là? Alors, ta première question sur le passage obligé, oui, je dirais que oui, ça a été un passage obligé. Je ne suis pas sûr si le passage il devait continuer à être obligé dans les années 80, dans les années 70 et 80, au moment où Gaétan Gervais a été, disons, a commencé à enseigner à Sudbury et à écrire. Parce qu'on est ailleurs, on est avec des historiens on est avec ce qu'on a appelé le révisionnisme, qui a remis en question. Et je pense que en raison de sa personnalité à Gaétan Gervais et en raison de qui il était comme être humain, tu l'as connu beaucoup mieux que moi, il a eu une grande influence. Tu en es un exemple. Michel Bock en est un autre exemple. Mais dans le cas de Michel, et dans ton cas aussi, je pense que vous
Vous êtes tous les deux très engagés dans la communauté franco-ontarienne, dans la communauté franco-canadienne, mais en même temps, vous gardez un objet. Alors, je ne suis pas sûr si c'était qu'il y a eu une époque où c'était qu'il y avait une ou deux générations, hein, la génération avant Gervais, que Gaétan Gervais ait continué dans cette veine-là. Moi, je pense que le problème, c'est que, écoutez, c'est ma marotte, j'ai prononcé le mot à peu près 6 fois dans la conférence, je pense. Pour moi, si on n'est pas capable de montrer la complexité d'une société, je ne pense pas qu'on fasse une... Il y a quelque chose qui manque dans notre œuvre historique. En même temps, ce qui est intéressant chez Gaétan Gervais, c'est qu'il était aussi un empiriste. Hein? Il était aussi quelqu'un qui a fait des travaux là, très, très pointus, puis très, très, tu sais, je veux dire, à la date près. Puis les deux se mariaient mal. Pour ta deuxième question, est-ce que c'est ta deuxième question, c'est est-ce que c'est une façon de rejoindre les communautés? Est-ce que c'est le sens de ta question? Afin de souligner l'importance de l'histoire, qu'une communauté perçoive son histoire comme étant pertinente ou importante, est-ce que, parce que la mémoire, c'est pas totalement faux, n'est-ce pas? Gérard Bouchard disait, le sens, c'est que c'est dans la mémoire que l'histoire retrouve son sens, même si les faits sont parfois faux. C'est à ce moment-là qu'il disait, il y a le sens de la conquête, puis ensuite, il y a les faits de la conquête, puis ce qu'on retient dans l'esprit public, c'est le sens de la conquête, c'est le sens du règlement 17. Est-ce que ça complique la tâche ou est-ce que ça rend l'histoire recevable ou peut-être un peu des deux? Est-ce qu'on est ouvert à recevoir, à voir cette pertinence-là sans une mémoire qui, oui, effectivement, comme tu le dis, c'est une excellente question de laquelle on pourrait débattre, mais on n'a pas le temps. Je dirais simplement que il y a moyen de rejoindre les gens aussi en ne passant pas par une mémoire qui est nécessairement unanimiste. On peut le faire, par exemple, avec des séries qui sont des séries historiennes, mais qui sont des séries qui sont conçues pour un public plus général. Mais encore une fois, je le répète, la mémoire, elle est très, 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 très importante. Hein? On l'a vu lors de l'affaire Montfort. Marcel Martel, dans un article, a été assez critique par rapport d'ailleurs, j'ai cité son article, envers l'utilisation de l'histoire de la coalition SOS Montfort, mais on fait tous la même chose avec ce qui se passe présentement, la tragédie qui se passe dans le nord, à Sudbury, autour de la Laurentienne. Moi-même, je l'ai fait dans les médias. On évoque le règlement 17, on évoque les luttes des Franco-Ontariens. Alors, il y a une certaine ambiguïté. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est jeter les ponts. Et je pense que, humblement, j'ai réussi à l'occasion, pas toujours, j'ai réussi à l'occasion à amener un petit peu d'esprit critique dans les commémorations. Bien sûr, tu sais, je veux dire, si j'avais eu le temps de reprendre des citations là, je sais pas, de la première ministre Wynne et même du commissaire au service en français, François Boileau, bien, bon, ça déborde beaucoup là, sur qui était Champlain. Tu sais, tu as l'impression de Champlain là, qui est en train de se battre pour avoir des services en français à North Bay ou à Penetangwishin. Merci. On a déjà grignoté quelques minutes sur notre pause santé. Moi, j'aimerais terminer en remerciant Yves Frenette pour la conférence. Okay. Merci beaucoup.